Je m'appelle Amandine, je fais partie d'une asso qui s'appelle Parents et Féministes et on aimerait beaucoup savoir à quelle date toutes et tous les professionnels de l'éducation vont enfin être formés pour avoir des pratiques professionnelles en direction des enfants qui soient exemptes de stéréotypes sexistes. Merci. Les professionnels de l'éducation sur le terrain nous disent qu'ils n'ont pas les moyens d'appliquer les 3 heures d'éducation obligatoire sur la vie affective et sexuelle actuellement. C'est à la fois faute de crédit pour les personnels et parfois faute de la volonté de certains chefs d'établissement, par exemple. Il faut qu'on puisse avoir suffisamment de personnel pour les dispenser, pour que ce soit effectivement effectif de la maternelle au lycée. Quel serait un peu l'avis que nos élus auraient face au nucléaire, si le nucléaire est meilleur ou pire que l'énergie carbone? Alors, l'avis sur le nucléaire, c'est qu'il faut qu'on en sorte progressivement. Nous, ce qu'on propose, c'est que ces choses-là puissent être discutées avec le peuple. Mais la plateforme programmatique qu'on propose va effectivement tend vers un abandon progressif de l'énergie nucléaire au profit des énergies renouvelables. Après, ce qui reste à régler entre nous, c'est la temporalité et les modalités de cette sortie. Est-ce que nos chers élus seraient prêts un peu à dépasser leur confort néolibéral et patriarcal pour venir se réinterroger sur le vivre ensemble et faire un peu plus de pédagogie? Alors, le confort patriarcal et néolibéral, je ne me sens pas trop concernée. En revanche, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une nécessité de faire de la pédagogie. Notamment, moi, j'ai en charge l'éducation au sein du département d'Ille-et-Vilaine. Et j'ai envie de parler avec les parents d'éducation, de leur faire partager des orientations, de leur faire reprendre en main leur rôle éducatif primordial. Et donc oui, je pense qu'on a ça à faire. Et dans le cadre de notre plateforme programmatique pour la NUPES, on propose diverses innovations en matière démocratique et notamment le recours au référendum d'initiative citoyenne qui devrait être à même de nous faire parler ensemble, élus et concitoyens et concitoyennes. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les milieux du féminisme, des LGBT qui sont vachement mis de côté? En fait, cette question, elle renvoie à la façon dont notre société est fragmentée. Il y a des fractures territoriales, il y a des fractures générationnelles, il y a des fractures de revenus. Et toute cette question de l'inclusion des personnes, des femmes, des LGBT, pour moi, elle s'inscrit là-dedans. La jeunesse, clairement, aujourd'hui, elle est en difficulté. C'est pour ça qu'on propose un revenu à 1 063 € entre 18 et 25 ans, puisque les jeunes, vous le savez, en dessous de 25 ans n'ont pas accès au RSA. Ça, c'est un premier facteur d'inclusion et c'est quelque chose qui rend de la dignité citoyenne et c'est quelque chose qui permet de mieux inclure. La question féministe, moi, je la porte depuis toujours. Et je dois dire que de ce côté-là, j'ai beaucoup d'espoir dans l'arrivée d'une majorité de gauche au Parlement parce que clairement la question n'a pas été réglée malgré les priorités qu'affichait le gouvernement Macron par ce gouvernement. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes nous dit que depuis la crise du Covid, les inégalités hommes-femmes se sont aggravées. Dans les travailleurs précaires, il y a 70% de femmes. Donc c'est une question qui doit être prise à bras-le-corps, mais je pense plus largement que la question des personnes vulnérables et de leur rôle et de leur dignité au sein de notre société doit être travaillée. C'est pour ça que nous proposons un revenu dignité de 1 063 €. Il y a au moins 300 personnes qui dorment à la rue tous les jours. Il serait bien que la mairie ou la préfecture fasse quelque chose et que les députés se penchent dessus. Il faut construire des logements parce qu'on ne peut pas faire de la propagande pour qu'une ville soit attractive sans prévoir les logements. Ou alors les logements peuvent seulement pour les riches. Mais une ville attractive, ça attire aussi les pauvres et les travailleurs. Alors ça, c'est une très très bonne question, la question du mal logement. À Rennes, mais partout en France. Effectivement, on a besoin d'appréhender cette question du logement de manière différente de ce qui s'est fait jusqu'à présent, puisque
on se rend compte que les dispositifs fiscaux, par exemple, d'incitation à investir dans l'immobilier, ont aggravé en réalité les inégalités en matière de logement. Donc nous, on pense déjà en revalorisant le SMIC, en redistribuant mieux les richesses, on va redonner du pouvoir d'achat aux gens et donc du pouvoir de mieux se loger. Mais on pense aussi qu'il y a des dispositifs fiscaux, notamment sur la taxation du patrimoine immobilier, sur la taxation du foncier constructible mais non bâti. Il y a des outils fiscaux pour corriger et rétablir en fait une inégalité en face du logement. Il faut également réhabiliter les logements qui sont indignes. Mais pour ça, il faut vraiment, je pense, réformer la fiscalité immobilière et mieux taxer en réalité les patrimoines immobiliers. Le rallongement des pistes cyclables et les aménagements urbains pour les vélos vont être des pistes cyclables protégées et non pas juste une voie ouverte pour les voitures. Oui, alors effectivement, on a tous en tête ces lignes de peinture blanche qui sont tracées pour délimiter les pistes cyclables. Dans notre programme, dans le programme de NUPES, figure clairement la volonté de sécuriser les pistes cyclables parce que, effectivement, comme le souligne très bien ce jeune homme, ça suffit pas de tracer une ligne blanche pour mettre à l'abri les cyclistes. Moi j'avais une question par rapport aux vraies mesures un peu radicales et non pas juste des mesures un peu en surface qui donnent l'air de s'inquiéter du climat alors qu'au fond ça change pas grand-chose. Je vais en donner deux qui figurent dans notre programme de la NUPES. L'interdiction immédiate des plastiques à usage unique. Et puis plus globalement, l'adoption de la règle verte qui dit qu'on ne peut pas demander plus à la nature que ce qu'elle peut nous donner et donc qui s'appliquera dans toutes les lois que nous adopterons si nous avons la majorité après cette élection législative. Peut-être faudrait-il réfléchir à une aide pour que les familles puissent passer au vélo et en particulier le vélo électrique. Alors c'est la question effectivement du pouvoir d'achat. Donc on propose un certain nombre de mesures pour revaloriser ce pouvoir d'achat, notamment le blocage des prix. Donc pour restituer du pouvoir d'achat aux gens et leur permettre de prendre des options effectivement plus écologiques mais qui coûtent plus cher actuellement. Et puis il y a un panel aussi de mesures d'aide à l'acquisition effectivement de moyens de locomotion moins onéreux, même si aujourd'hui avec le prix de l'essence, et c'est pour ça que nous proposons un blocage des prix de l'essence à 1,40 €, avec l'augmentation du coût de l'essence, ces options vont devoir effectivement être prises par ceux qui le peuvent pour permettre à la fois de désengorger les villes, de les rendre plus vivables, mais aussi de lutter contre ce réchauffement climatique qui fait que aujourd'hui on a de la sécheresse au mois de mai à Rennes et un feu de forêt alors que nous sommes normalement protégés de ces aléas-là en Bretagne. Vous n'êtes pas sans savoir que la santé est en souffrance actuellement. Les difficultés actuelles sont vraiment présentes avec un manque de personnel qui a fui suite à des mauvaises conditions de travail. Il faut à la fois revaloriser les salaires des soignants. Et puis, il faut aussi recruter plus de soignants pour améliorer leurs conditions de travail. Et c'est ce qu'on propose dans le cadre de la plateforme programmatique de la NUPES. Est-ce que c'est normal de laisser des gens travailler 35 heures par semaine et qu'ils n'aient pas de quoi vivre à la fin ? Il y a de l'indécence, en fait, aujourd'hui, à voir des gens qui travaillent, comme elle le dit, 35 heures par semaine et qui sont obligés soit de dormir dans leur voiture, qui ne trouvent pas de logement. C'est le cas d'une personne qui m'a contacté récemment et qui m'a dit, voilà, moi j'arrive à Rennes, j'y suis depuis 6 mois, j'ai un CDI, mais je suis au SMIC et je ne trouve pas de logement et je ne trouve pas de logement social parce que je suis au SMIC. Donc ça ne peut plus durer effectivement. Je vais parler de ceux qu'on n'a pas entendu beaucoup jusqu'à maintenant. Durant les confinements, durant la pleine épidémie, on parlait des invisibles. Personne ne voyait les hommes derrière les poubelles, les vendeuses qui étaient là, les nettoyeuses du nettoyage industriel, enfin, etc., etc. D'autre part, quand on sait que c'est ces services-là qui font que actuellement le nombre de travailleuses est plus élevé que le nombre de travailleurs. En fait, le nombre de travailleurs précaires, le nombre de femmes travailleuses précaires, c'est 70%. Les femmes, c'est 70% des travailleurs précaires. Nous, on essaye, au fil des candidatures de la NUPES, de rendre visibles ces métiers.
Vous savez qu'il y avait un certain nombre de députés de la France insoumise, notamment je pense à Mathilde Panot, Caroline Fiat, qui occupaient les emplois que décrit cette personne dans sa question. Et il y a Rachel Keke qui se présente pour la NUPES, qui est une femme qui a lutté pour les femmes de ménage de l'Ibis, des hôtels Ibis. On essaye de rendre ces personnes visibles dans la démocratie, mais pas seulement dans la vie démocratique, mais pas seulement pour les rendre visibles, c'est parce qu'elles ont des choses à dire. Caroline Fiat, par exemple, c'est la première qui a dénoncé les scandales qui se déroulent dans les EHPAD privés. On a vraiment besoin de les rendre visibles, on a vraiment besoin de connaître mieux, je dirais, leur métier et leurs difficultés, pour le bien-être de la société, tout simplement parce que ce sont eux qui nous nourrissent, sont eux qui s'occupent de nos personnes âgées, de nos bébés, et donc il y a besoin qu'ils participent au débat démocratique. Je suis brésilienne, j'habite en France depuis 9 ans, je suis mariée depuis 7 ans, j'ai 2 enfants et ma question est pourquoi je paye 225 € tous les 2 ans pour un titre de séjour. Il faut clairement assouplir les règles de régularisation parce qu'il y a des personnes comme cette dame qui ont vocation maintenant à intégrer pleinement la citoyenneté française et notre vie démocratique. Ils en sont demandeurs, ils ont plein de choses à nous apporter. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie de freiner les régularisations et de rendre difficile la vie de gens qui sont sur nos territoires, qui payent leurs impôts et qui veulent participer à notre vie démocratique et citoyenne. Quel est l'avenir de la démocratie en France, et notamment de la liberté individuelle et collective au niveau de l'action? Parce que j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de liberté. Alors oui, c'est vrai que on s'est battu notamment pendant 1 an et demi avec plein d'associations, des syndicats, beaucoup de formations politiques contre la loi sécurité globale, contre la possibilité de surveiller par drone les manifestations, contre l'extension des pouvoirs de la sécurité privée. Donc ça, c'est des éléments qui sont passés dans la loi puisque nous n'étions pas majoritaires, mais que j'espère bien on pourra remettre en question dans le cadre de la législature qui va commencer après le 19 juin. Globalement, pour ce qui concerne l'avenir de la démocratie, je pense que ce qu'on propose notamment à travers le référendum d'initiative citoyenne, ça va permettre de redonner peut-être aux gens l'envie de parler politique et de venir avec les élus réfléchir à ce qui serait préférable pour la cohésion sociale, pour le bien-être de nous tous en termes d'orientation sur des grands sujets. Je pense par exemple au nucléaire, mais il y a plein d'autres sujets, j'espère, sur lesquels on pourra actionner ce référendum d'initiative citoyenne. Jeanne Larue, je suis candidate suppléante sur la circonscription d'Ille-et-Vilaine numéro 1, suppléante du candidat Frédéric Mathieu qui se présente pour la NUPES, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. On essaye de faire en sorte que la majorité qui va sortir des urnes sera une majorité de gauche et permettra de mettre un frein au libéralisme qui nous poursuit depuis maintenant un certain nombre d'années en France et qui fait du mal à l'environnement, qui fait du mal à la santé, qui fait du mal à l'éducation. On veut changer ça. Votez pour la NUPES.